Bonjour à tous. Bienvenue sur notre 7e webinaire Santé sur le net, portant sur la grossesse et ses complications. Il s'agit du premier épisode de notre série consacrée à la grossesse et à l'accouchement. Nous allons commencer par nous présenter. Je suis Suzanne Lamotte. Et moi, Yann Blondin. Et nous sommes tous les deux rédacteurs scientifiques pour Santé sur le net. Donc, le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Donc, pour information, votre micro n'est pas activé et vous trouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Les autres participants ne verront pas vos questions, alors n'hésitez pas. Le webinaire comportera 2 parties, 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Alors, en effet, comme l'a dit Suzanne, dans ce webinaire, on va commencer par vous présenter, dans une première partie, les généralités sur la femme et la grossesse. Et puis, dans une seconde partie, on verra les complications de la grossesse. Voilà, directement, on va commencer donc par la structure et la fonction de l'appareil reproducteur féminin. L'appareil génital féminin, c'est une structure composée d'organes chargés de la reproduction chez la femme. L'appareil reproducteur féminin est composé de 2 parties. On a les organes génitaux externes qui sont composés essentiellement de la vulve avec le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Donc là, on ne le voit pas sur le schéma, on a préféré vous montrer plutôt les organes génitaux internes, donc avec en particulier les ovaires, les trompes de Fallope, le vagin et l'utérus. Donc on va commencer par vous présenter les ovaires, qui sont en fait les gonades femelles et qui libèrent en fait les ovocytes et sont la source des hormones stéroïdes sexuelles, donc chez la femme. On aura ensuite donc, les trompes de Fallope, qui sont en fait 2 conduits d'environ 12 cm de long. Ils permettent la migration des spermatozoïdes de la cavité utérine vers le lieu de fécondation. Et ensuite, une fois l'œuf fécondé, il va servir, les trompes de Fallope vont servir à acheminer l'œuf fécondé vers l'utérus, tout simplement. Donc, après, on a l'utérus, qui est tout simplement l'organe de la gestation de la femme. C'est un organe musculaire creux avec une paroi épaisse qui est composée de 2 couches, une couche interne appelée l'endomètre et une couche externe appelée le myomètre. Et enfin, on aura le vagin, qui est l'organe de la copulation chez la femme. Donc il s'étend de la vulve jusqu'au col de l'utérus. Je vais laisser la parole à Suzanne. Donc, effectivement, nous allons maintenant parler du cycle menstruel. Alors, un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. Et ces cycles vont débuter à la puberté et se suivent jusqu'à la ménopause. Ces cycles sont régis par des hormones, parmi lesquelles la progestérone, l'œstradiol, l'hormone lutéinisante LH et l'hormone folliculostimulante FSH. La variation de ces hormones va entraîner différentes modifications. Tout d'abord, des modifications au niveau des ovaires, avec la maturation du follicule et l'ovulation. Mais aussi des modifications de l'utérus, avec un épaississement de la muqueuse, qu'on appelle donc endomètre, en vue d'accueillir un embryon. Et aussi des modifications au niveau de la température corporelle. Ainsi, le cycle menstruel est composé de 2 grandes phases. La première est la phase folliculaire. Elle correspond à la maturation d'un follicule. Elle dure environ 14 jours et elle va aboutir à la libération d'un ovocyte qui est prêt à être fécondé. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. La deuxième phase du cycle menstruel est la phase lutéale. Elle correspond à la phase de préparation à une nidation éventuelle, au cours de laquelle le corps jaune se met en place. Après l'ovulation, il va exister 2 possibilités. S'il n'y a pas de fécondation, alors le corps jaune dégénère, ce qui entraîne la diminution de la sécrétion de la progestérone. Le cycle se termine environ au 28e jour et le cycle suivant commence avec le début de nouvelles règles. S'il y a fécondation par un spermatozoïde, alors l'ovocyte se transforme en ovule, puis en œuf et migre dans l'utérus.
Là, des hormones sont sécrétées pour bloquer les règles. Et c'est le début de la grossesse avec le développement de l'embryon. Maintenant, nous allons vous parler de l'anatomie de la femme enceinte. Donc, comme vous l'a dit Suzanne, la grossesse commence une fois que l'embryon se fixe dans l'utérus et donc bloque les règles via la fabrication d'hormones. Donc, il est bien connu que la grossesse dure en général 9 mois et pendant ces 9 mois, le corps de la femme va subir divers changements anatomiques et physiologiques. Donc, pour fournir premièrement un environnement adapté pour le développement du fœtus et sa croissance. Ensuite, deuxième point, répondre aux besoins métaboliques accrus de son corps. Et enfin, tout simplement, la préparer à l'accouchement. Alors, donc, la femme subit donc divers changements anatomiques et physiologiques au cours de la grossesse. Donc, ces derniers concernent principalement les seins, donc avec une augmentation du volume, une vascularisation plus importante, une hyperpigmentation de l'aréole et une maturation des glandes mammaires donc pour préparer à la lactation. Ensuite, on aura des modifications au niveau des organes génitaux, avec là aussi une vascularisation, une hyperpigmentation de la vulve et un ramollissement du col de l'utérus. Donc ça, c'est plutôt au moment de l'accouchement. Après, on aura des modifications également au niveau du système cardiovasculaire, où là, on aura une augmentation du volume sanguin avec une augmentation du taux de globules blancs, mais associée à une diminution du nombre de plaquettes. On a également des modifications au niveau du système digestif, donc ça c'est bien connu, tout ce qui est nausées, vomissements, la constipation, donc on voit qu'il y a eu de nombreux changements au niveau du corps de la femme, donc le transit se fait parfois plus difficilement, et on a par contre une augmentation de l'appétit, donc qui sera associée avec un gain de poids, donc 1 à 2 kg par mois environ au cours de la grossesse. Alors, concernant la terminologie de la grossesse, vous avez sûrement entendu parler de semaine de grossesse et de semaine d'aménorrhée. Alors, en effet, la durée de gestation, elle s'exprime soit en durée de grossesse, à partir du moment de l'ovulation, soit en semaine d'aménorrhée, à partir du premier jour des dernières règles. Il y a donc un décalage d'environ 2 semaines entre ces deux notions. La durée de la gestation, elle varie entre 280 et 290 jours à partir du premier jour des dernières règles, pour des cycles réguliers de 28 jours. Par convention et de façon arbitraire, le terme, qui est ici représenté en rose, c'est la période qui va de 37 semaines d'aménorrhée à 41 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. On parle de grossesse prolongée à partir de 41 semaines d'aménorrhée et de terme dépassé à partir de 42 semaines d'aménorrhée. En France, il faut savoir que la grossesse prolongée concerne 15 à 20% des femmes enceintes, alors que le terme dépassé ne concerne environ qu'1% des femmes enceintes. Alors voilà, on en a fini avec notre première partie. On va passer à notre deuxième partie, donc consacrée aux complications de la grossesse. Donc dans la majorité des cas, les naissances se déroulent sans problème pour la mère et l'enfant. Cependant, des complications sont possibles pendant ou suite à un accouchement. En effet, la grossesse est une période de vulnérabilité particulière pour la mère et l'enfant à naître. Donc, les complications que nous allons vous décrire nécessitent une prise en charge pour la plupart hospitalière et un suivi gynécologique. Donc, les principales complications de la grossesse que nous allons aborder ici sont les hémorragies du premier, deuxième et troisième trimestre. Ensuite, on verra la fièvre pendant la grossesse, l'hypertension artérielle gravidique, la prééclampsie et le syndrome prééclamptique, le diabète gestationnel, les menaces d'accouchement prématuré, et enfin on terminera par les hémorragies de la délivrance. Alors concernant les hémorragies du premier trimestre, elles concernent jusqu'à 25% des grossesses. Et elles peuvent être en rapport avec une grossesse extra-utérine, pour 1% d'entre elles. Et cette situation, assez rare, est la première cause de mortalité au cours du premier trimestre de la grossesse. Mais les hémorragies du premier trimestre peuvent aussi être en rapport avec une grossesse intra-utérine, et il s'agit principalement des avortements spontanés ou fausses couches. Voilà. Après, on retrouvera donc les hémorragies du deuxième et troisième trimestre qui sont considérées comme des urgences obstétricales. Donc, ce sont les deux grandes causes d'hémorragie du deuxième et troisième trimestre. Donc, on retrouvera
à gauche, vous voyez sur l'écran l'hématome rétroplacentaire, donc aussi appelé placenta abruptio. C'est une complication très grave de la grossesse mettant en jeu la vie de la mère et du fœtus. Donc il est responsable d'une hémorragie parfois massive développée entre le placenta et l'utérus, donc la paroi utérine, et il s'agit en fait d'un décollement prématuré du placenta. Et cela entraîne une souffrance parfois fétale aiguë, pouvant engendrer le décès de la mère et de l'enfant, par une diminution de l'apport en oxygène. Et l'autre cause d'hémorragie au niveau du 2e et 3e trimestre, on a le placenta prévia. Et en fait, c'est une localisation anormale du placenta qui peut être responsable d'hémorragie sévère, donc surtout au cours du 3e trimestre. Alors, par rapport à la fièvre en situation quotidienne, eh bien, la fièvre de la femme enceinte, c'est le plus souvent en rapport avec des infections bénignes, comme par exemple la grippe ou la gastro-entérite. Mais il existe d'autres infections qui exposent au contraire à de graves complications obstétricales ou néonatales. Alors, notamment, on peut retrouver la chorioamniotite. Alors, il s'agit d'une inflammation du chorion et de l'amnios due à une infection par une bactérie. Donc, l'amnios, c'est une membrane très fine qui contient le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus. Et le chorion, c'est une membrane épaisse entre l'amnios et l'utérus. Alors, les signes qui doivent faire suspecter une chorioamniotite, ce sont des contractions utérines douloureuses, un rythme cardiaque accéléré de la mère et du fœtus, et aussi une perte de liquide amniotique teinté, purulent et malodorant. Donc, les facteurs de risque sont des antécédents d'accouchement prématuré, le tabagisme et l'abus d'alcool, entre autres. Donc, il existe un risque périnatal important, surtout si l'enfant naît grand prématuré. Voilà. Une autre cause de fièvre chez la femme enceinte, ce sont les infections dites à pyélonéphrite. Donc, c'est une infection urinaire qui remonte par les voies urinaires jusqu'au rein et affecte environ 2% des femmes enceintes. Donc, le diagnostic est posé devant une fièvre associée à une lombalgie ou des troubles de la miction, donc au moment d'uriner. Et parfois, elle peut être associée à des signes digestifs, tels que des nausées, des vomissements, des ballonnements. Donc, les facteurs de risque sont des infections urinaires qui sont récidivantes, une immunodépression ou des maladies de l'appareil urinaire autres qu'une infection. Et c'est souvent associé à un risque prématuré d'accouchement. Donc, une autre cause de fièvre, ça peut être la listériose. Alors, elle est beaucoup plus rare, mais elle est grave. En effet, elle n'affecte que quelques dizaines de femmes enceintes par an en France. Donc, la listériose, c'est une infection par une bactérie, Listeria monocytogenes, qui se fait lors d'une contamination alimentaire. Donc, la maladie va engendrer un syndrome grippal en apparence banal, avec parfois un sepsis. Donc, les conséquences pour le bébé sont importantes, risque d'accouchement prématuré et risque d'infection du nouveau-né, mais aussi un risque de perte fétale d'environ 25%. Donc, c'est pourquoi il est très important de prendre des précautions au niveau alimentaire. Voilà, nous passons à présent à l'hypertension artérielle ou HTA. Donc, c'est une élévation anormale de la pression dans les artères qui persiste même lorsque la personne est au repos. Donc, l'hypertension artérielle est définie comme une pression artérielle systolique. Donc, on entend par systolique lors de la contraction du cœur, donc qui est supérieure à 140 mm de mercure, et une pression artérielle diastolique, donc cette fois mesurée pendant la phase de relâchement et de remplissage du cœur, supérieure ou égale à 90 mm de mercure à au moins 2 reprises. Lorsque l'hypertension artérielle survient au cours de la grossesse, on l'appellera gravidique, d'où le nom HTA gravidique. Donc, c'est le problème de santé le plus fréquent chez les femmes enceintes. Il est présent dans environ 5 à 10% des grossesses et apparaît en général au 3e trimestre, souvent lorsque c'est les premières grossesses, et normalement il régresse après l'accouchement. Toujours avoir un suivi sur ce point-là. Alors, une autre complication, c'est la prééclampsie. Donc, la prééclampsie, c'est une pathologie de la grossesse due à un défaut de vascularisation du placenta. Donc, la prééclampsie, elle est caractérisée par une élévation de la pression artérielle qui se produit après 20 semaines d'aménorrhée. Et elle s'accompagne d'une élévation de la quantité de protéines présentes dans les urines. Donc, 10% des femmes qui ont une HTA gravidique sont concernées par la prééclampsie. Et environ 5% des grossesses s'accompagnent de prééclampsie.
Donc la prééclampsie, c'est une forme grave d'hypertension artérielle gravidique qui associe à des degrés divers, donc on a dit une hypertension artérielle sévère, un ou plusieurs signes fonctionnels, comme par exemple des acouphènes, des vomissements ou des céphalées, et aussi un syndrome néphrotique, donc, avec des œdèmes au niveau des membres inférieurs, des risques d'infection et une insuffisance rénale. Donc ensuite, on va parler d'une complication qui est en général bien connue des femmes, donc c'est le diabète gestationnel, qui est tout simplement un trouble de la tolérance au sucre, conduisant à une hyperglycémie, donc avec des variabilités entre patients différentes. Donc on peut avoir un débutant ou un diagnostiqué pour la première fois donc pendant la grossesse, quel que soit le traitement et l'évolution après la grossesse. Donc concernant le diabète gestationnel, il est présent chez 3 à 5% des femmes enceintes. Et à noter que la survenue d'une hypertension artérielle gravidique ou de prééclampsie est plus fréquente chez les femmes ayant un diabète gestationnel, surtout en cas de surcharge pondérale. Une autre complication de la grossesse, c'est la menace d'accouchement prématuré, MAP, qui est définie par l'association suivante. Des contractions utérines fréquentes et régulières, donc au moins 3 en 30 minutes, et des modifications du col de l'utérus, et tout ça qui vont avoir lieu entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée, soit juste avant le terme. Donc les causes de cette menace d'accouchement prématuré sont mal définies, mais elles peuvent être multiples, donc ça peut être des causes maternelles, des causes infectieuses ou des causes obstétricales. Donc les traitements à l'hôpital vont viser à arrêter ces contractions et il est ensuite conseillé aux femmes enceintes de diminuer leur activité. Donc cela dit, si la menace d'accouchement prématuré se situe à partir de la 34e semaine, eh bien la prématurité du nouveau-né devient modérée et on laissera alors le bébé naître. La menace d'accouchement prématuré, elle concerne environ 10% des femmes enceintes, mais elle ne se conclut pas toujours par un accouchement prématuré. Et enfin, on va discuter du coup de l'hémorragie de la délivrance. C'est une hémorragie d'origine utérine qui survient souvent dans les 24 heures suivant l'accouchement et est responsable d'une perte estimée à au moins 500 ml. Donc la délivrance correspondant à l'expulsion du placenta et de ses annexes donc après l'expulsion du bébé. Donc c'est une complication qui concerne 5% des femmes et c'est la première cause de mortalité maternelle au cours de la grossesse en France. Donc son diagnostic précoce repose sur la surveillance rigoureuse, et en particulier dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. Donc pour conclure, n'oubliez pas que la grande majorité des grossesses se déroulent très bien. Mais voilà, on voulait vous donner quelques informations et surtout, de manière générale, eh bien, il doit y avoir certains signes qui doivent vous pousser à consulter votre médecin ou votre gynécologue, comme par exemple des pertes de liquide ou de sang provenant du vagin, de la fièvre, des douleurs ou crampes au niveau du ventre ou au moment d'uriner, des maux de tête puissants ou persistants, des étourdissements ou une vision brouillée, un changement dans les mouvements du bébé, une maladie ou une infection qui persiste, ou alors des nausées ou des vomissements persistants. Donc surtout, n'oubliez pas que les professionnels de santé sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième session de ce webinaire et donc de tenter de répondre à vos questions. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à aller sur l'onglet sur votre droite. Donc, on a une première question. Comment éviter une fausse couche? Alors, en fait, pour éviter une fausse couche, déjà, ça peut être provoqué par différents facteurs, donc comme une insuffisance hormonale, une infection ou bien une anomalie génétique de l'embryon. Dans ce cas, il est difficile, voire impossible de la prévenir. Donc là, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par contre, dans d'autres situations, donc, il est important d'avoir un comportement et une hygiène de vie qui peuvent avoir un impact non négligeable sur le fœtus. Et il est notamment recommandé à la mère de prendre soin d'elle et de stopper toute consommation d'alcool ou de tabac. Et il faut veiller aussi à bien contrôler son diabète, qui peut être source de facteurs de risque pour le bébé. Et de plus, le stress est très mauvais. Donc c'est pourquoi il faut réduire au maximum les situations entraînant ce genre d'émotions,
tout comme le surmenage qui est également à venir dès les premiers jours de la grossesse. Donc en France, on estime que l'incidence des fausses couches est d'environ 10 à 15%. Après, on parle de fausses couches précoces quand celle-ci a lieu avant la 14e semaine d'aménorrhée et de fausses couches tardives lorsqu'elles se situent entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée. Donc les fausses couches tardives sont très rares, moins d'1%, mais il faut quand même être vigilant à ce niveau-là. Alors, on a une seconde question. Donc, Suzanne, on nous demande comment éviter la listériose. Ah oui, alors la listériose, comme je vous l'ai dit, elle est principalement contractée suite à l'ingestion d'aliments qui sont contaminés par une bactérie. Donc pour éviter la listériose, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter, tout comme les fromages au lait cru, à pâte comme le bleu ou le roquefort, et aussi tout ce qui est camembert et brie. Aussi, il vaut mieux éviter la salade et les crudités en sachet. Les viandes crues et la charcuterie sont aussi à éviter, donc tout ce qui est pâté, rillettes. Et il faut également éviter le poisson cru, comme les sushis, sashimi et maki. Aussi à éviter les crustacés et les produits issus des crustacés comme le surimi, le tarama et les coquillages crus, comme les huîtres. Donc, de manière générale, il va y avoir des gestes à adopter pendant la grossesse. Donc, comme la bactérie, elle est détruite à 100 degrés, pensez bien à cuire tous vos ingrédients. Et quand vous préparez la cuisine et que vous, évidemment, touchez des aliments crus, bien pensez bien à vous laver les mains, à bien laver votre ustensile de cuisine une fois que vous avez manipulé ces aliments. Et si jamais vous mourrez d'envie de manger des légumes crus, et bien surtout pensez à bien les laver. Et de manière générale, consommer tous les aliments rapidement le jour de leur ouverture sous emballage. Donc après, est-ce qu'on a une nouvelle question? Alors, oui. Hop. Alors, vous nous avez parlé de pré-éclampsie, mais qu'est-ce que l'éclampsie? Bonne question. Donc, en fait, l'éclampsie, c'est une crise convulsive généralisée donc survenant chez une femme enceinte, dans un contexte, comme on l'a dit au moment de la définition de la pré-éclampsie, d'hypertension gravidique. Donc, elle survient habituellement comme la complication majeure de la pré-éclampsie, et il s'agit d'une urgence vitale pour la femme et l'enfant à naître. Donc, à prendre en charge très rapidement. Suzanne, on nous demande, du coup, en cette situation particulière, que dire de la Covid-19 et de la grossesse? Oui, alors il y a eu plein d'informations qui sont venues au compte-gouttes au fur et à mesure de cette pandémie. Alors, bon, en règle générale, pensez à bien respecter les gestes barrières pour éviter toute infection par le coronavirus, surtout sur les derniers mois de grossesse. Mais on peut vous faire part d'une étude qui a été publiée récemment dans la revue scientifique JAMA. Donc, c'est une étude américaine qui a suivi une centaine de nourrissons nés de mères qui ont été testées positives à la Covid ou suspectées d'être infectées. Et sur ces 100 nourrissons, eh bien, il n'y en avait que 2 qui ont été testés positifs entre 0 et 25 jours après leur naissance. Et sur ces 100 enfants, aucun n'a développé de symptômes caractéristiques de la Covid. Pour les mères qui étaient atteintes de formes sévères, eh bien, les nourrissons sont nés en moyenne une semaine plus tôt par rapport à ceux des mamans qui présentaient des formes légères à modérées. Donc, on ne voit pas trop d'impact sur la durée de la grossesse. Et dans cette étude également, ils ont montré qu'il était tout à fait possible de laisser le nouveau-né avec sa mère et même ils encourageaient l'allaitement maternel par les femmes qui étaient positives à la Covid-19. Donc, ce sont des données plutôt rassurantes
concernant la grossesse et le problème de la Covid-19. Alors, on a une autre question. J'ai peur de l'accouchement. Quels sont les risques les plus fréquents? Alors, c'est très bien, ça fait la transition avec notre prochain webinaire qui sera dédié à l'accouchement. Donc, on vous expliquera encore une fois toutes les étapes de l'accouchement et les complications. Donc, on vous communiquera la date ultérieurement. Mais en soi, les complications les plus fréquentes vont être les césariennes. Donc, ça arrive fréquemment, donc c'est en raison de l'arrêt de la dilatation du col. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la césarienne. Après, vous aurez également les ruptures prématurées de membrane. Donc, en fait, c'est la libération du liquide amniotique entourant le fœtus au moment ou avant le début du travail. Après, on aura tout ce qui est rupture d'utérus cicatricielle. Donc, ça arrive fréquemment chez les femmes qui ont eu une césarienne, du coup, et dont la grossesse suivante est arrivée un peu trop vite par rapport à l'état de cicatrisation de l'utérus. Et après, on aura tout ce qui est infection génitale, notamment lors de l'utilisation de prostaglandine intracervicale pour le déclenchement de l'accouchement, et après une rupture prématurée des membranes. Donc, ça intervient surtout via la rupture prématurée des membranes, donc là où il doit y avoir une action mécanique sur le sac amniotique directement pour le percer. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des infections et qui ensuite peuvent perdurer dans le temps. Donc ça, on vous expliquera tout dans le prochain webinaire. Donc voilà, je pense qu'on n'avait plus de questions de notre côté. Donc on a fait le tour de tout le monde. Donc on vous remercie pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et a pu répondre à certaines de vos questions. Et vous pourrez retrouver nos premiers webinaires sur différents sujets divers et variés, donc sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre site Santé sur le net. Voilà, donc le prochain, comme je vous l'ai dit, sera consacré à l'accouchement et ses complications. Donc voilà, on vous remercie à nouveau et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir.